Alors il faut se dire que c'est tout à fait nouveau, qu'on n'a jamais vu ça. Que quand les spectateurs voient ça, c'est un véritable choc. C'est absolument inattendu. Man Ray va beaucoup travailler sur la disparition des formes de l'objet et mettre en cause directement la notion de réalisme, mais même d'abstraction à partir du réalisme donné. Parmi tous les arts, ce sera la peinture. À cette époque-là, en France, c'est les peintres qui vont être le plus intéressés par le cinéma. Le cinéma, il est nouveau. Il a jamais que 25 ans, mais au niveau de ce qu'on pourrait appeler les techniques de film, de captation et tout, il y avait toutes ces recherches dont j'ai parlé, mais en fait, elle influence très peu la fiction, qui est quand même le cinéma dominant de l'époque. Et donc, pour les peintres, il y a comme une crise qui va s'installer avec on va dire, la photographie et la généralisation de la photographie, et avec l'apparition un peu du cinéma, au sens où, soudainement, tout ce qui était le figuratif, eh ben, va être mis en cause, va être abandonné, puisque la photographie en donne quasi plus d'objectivité que toutes leurs tentatives. Donc, dans la peinture en elle-même, il y a vraiment des tas de tendances qui essayent de rompre avec le figuratif. Et avec le cinéma, quelques peintres vont trouver comme une possibilité de rendre compte et de la lumière et du mouvement en même temps. Par exemple, quelqu'un comme Léger, quand il fait ballet mécanique, il travaille le mouvement avec des couleurs primaires qui, quittent complètement la représentation. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et toute cette... comment est-ce que je pourrais dire ça? Toute cette nouveauté, elle va être essentiellement dans le refus de la narration. Peut-être que le mouvement le plus significatif de ce refus-là, c'est le dadaïsme. C'est-à-dire ne plus avoir une narration établie, préétablie, mais au contraire que la rencontre de différents plans, de différentes images, de différents mouvements, de différentes lumières, et même plus quelque part, ils vont aller jusqu'à dire qu'il y a moyen de suggérer la couleur avec du noir et blanc. Et donc, je suis un peu perdu là, mais donc en gros, le cinéma ouvre sur des pistes, des chemins et surtout sur des espaces complètement nouveaux, et où les peintres vont essayer de traduire, de rendre compte de ce que, d'une certaine forme d'invisibilité, ou d'invisible plutôt avec S. Voilà, comme ça j'ai fini un peu. Ah, il y a encore un élément dont j'ai parlé, du mouvement de la lumière. Il y a un développement technique incroyable à l'époque, et tous les artistes, mais surtout les peintres, vont essayer de s'en saisir ou d'en rendre compte. C'est-à-dire que les différentes techniques au niveau du regard et au niveau du senti, du sensible, du ressenti, au sens beau du terme, vont être employés. Et pour ce faire, on va retrouver systématiquement toute une série de conditions, entre guillemets, de mise en condition, de manières de faire, où y interviennent l'intuition, l'improvisation, l'expérience, la réalisation, la création et la résistance. Tous ces mots un peu solides, on les retrouve chez Man Ray.
Alors donc je vais pouvoir fermer ça et signaler aussi un petit détail comme ça, mais que le terme avant-garde n'a jamais été péjoratif dans les années 20. Ça n'est jamais employé comme dans les années 50 et certainement dans les années 30-40. On va dire que c'est un cinéma bourgeois, de tarés, de gens qui ne considèrent même pas le spectateur. Enfin, il y a ce fameux le cinéma pour tous, et puis l'élite, enfin, tous ces gens-là, on les met de côté. Et c'est important parce que, quand même, en tout cas dans mon cas, pas pendant longtemps, mais à une époque, j'avais quand même le sentiment que c'était vraiment excessivement marginalisé et pas du tout bien reçu, et avec des approches très très péjoratives, d'où le terme d'ailleurs de cinéma bourgeois, d'ailleurs, ça a été dit pour les mystères du château de D. Voilà, donc je termine. Alors, pour situer Man Ray, Man Ray est américain, juif américain, il quitte sa famille assez tôt, il bricole différents boulots et il veut devenir peintre. Et il veut devenir peintre non figuratif. Et il veut s'inscrire dans toute cette dynamique qui vient d'Europe. Et il commence à peindre des paysages, mais non figuratifs, c'est-à-dire les arbres sont en rouge, je sais pas moi, enfin, souvent avec des formes primaires. Il peint des objets aussi, mais ils n'ont plus du tout de forme ni de contour. C'est déjà une espèce de flou, de disparition de la forme pour susciter autre chose. Après, il fera une rencontre très importante avec Marcel Duchamp. Man Ray est intéressé par les dadaïstes français. Duchamp est aux États-Unis, c'est dans les années 18-19. Il travaille entre autres sur la mariée. Alors, j'oublie toujours ce titre. Où est-ce que je vais mettre ça? La mariée mise à nu par ses célibataires. Il a fait le grand verre et tout. Et il va y avoir une amitié qui va lier Man Ray et Duchamp tout au long des années qui suivent, jusque même dans les années 40. Le truc peut-être le plus important par rapport à la peinture, c'est que Duchamp, qui avait commencé à peindre, a décidé d'arrêter de peindre. Pour lui, la peinture, c'est terminé, c'est révolu, c'est pas comme ça qu'on peut changer l'approche d'éventuels spectateurs par rapport à une œuvre d'art. Donc les ready-made sont un exemple. Le début de ce qu'on appelle aujourd'hui des installations se met en place. Et il parle beaucoup de cinéma avec Man Ray. Et Man Ray, au niveau de la peinture, il va découvrir quelque chose d'assez étonnant, c'est l'aérographie. C'est-à-dire une bonbonne de gaz, un pot de peinture, un revolver, et il tire la couleur, enfin la peinture, sur la toile. Et c'est-à-dire qu'il n'emploie plus de pinceau, il peint plus sur la toile, il projette des couleurs, il projette des peintures, et dans cet effet de balayage et de mélange, eh ben, il a l'impression de toucher à quelque chose qui relève un peu du mouvement. Et pour ce faire, ce qu'il va commencer à inventer, c'est des pochoirs qu'il découpe dans des journaux, dans des papiers, dans des cartons, qui collent sur la toile, et puis il projette de la peinture, puis il retire les pochoirs, et il va donc, parfois il va les laisser, donc il va faire comme des toiles de collage, mais couvertes de peinture qui vont un peu dans tous les sens. Et sinon, il va aller aussi vers quelque chose d'assez étonnant, c'est d'employer des objets
comme pochoir. C'est-à-dire, il les met face à la toile, et puis il projette de la peinture, et il voit ce que ça donne. Mais cette idée d'une peinture sans pinceau, sans toucher la toile, dans une certaine forme de distance un peu bizarre, ça va trouver une résonance par après, parce que, bon, je vais revenir au pochoir, mais Man Ray est surtout connu comme étant un des très très grands photographes du XXe siècle. Donc il n'est pas si connu que ça pour ni sa peinture, ni pour le cinéma qu'il a fait. Il est, je veux dire, en règle générale, quand on prend n'importe quel petit bouquin comme ça, ou comme ça, eh ben, les films ne sont pas cités, et les quelques toiles qu'il a fait au début, parfois il y a une petite référence, mais rarement. Bon. Et donc, j'en étais. Alors, moi, j'avais pensé, pour vous parler de Man Ray, de plutôt vous raconter sa manière de faire. Parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il est tout le temps en train de chercher. Donc, je ne sais pas moi, il voit un briquet sur des lattes en bois, et qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'entrer dans la relation du briquet et des lattes en bois sans que le briquet et les lattes en bois aient d'importance? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la rencontre là? Et ce qui se passe, comment est-ce que ça peut s'ouvrir sur quelque chose qui, d'habitude, ne se passe pas? Voilà, cette relation, quand on essaye de la saisir, on saisit quelque chose auquel on n'attache souvent pas d'importance. Et donc, ces manières de faire, je parlais tout à l'heure d'intuition, d'improvisation et d'expérience. Man Ray n'aime pas le terme expérience parce que ça veut dire que c'est comme si ce n'était pas fini, que c'est toujours en développement. Et il préférait le terme de réalisation qui, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça justement, ça arrête une dynamique, un mouvement, un cheminement. Et bon, il parle de points forts. Enfin bon, non, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais donc, il y a une peinture de Man Ray que je trouve assez intéressante à raconter. Il fait un tableau qui s'appelle La danseuse de cordes et ses ombres. En fait, il travaille à un moment donné, après avoir fait ses pochoirs, ses collages, etc., il se rend compte que la couleur peut indiquer un mouvement. Que soudainement, si je mets du rouge et du vert, par exemple, et que je les mets d'une certaine façon, entre les deux, il y a quelque chose qui pourrait apparaître de nouveau et qui me donne du vert au rouge ou du rouge au vert. Et donc, travaillant sur le mouvement, il va prendre cette danseuse et il va essayer de voir. On a vu dans un film un homme vaguement suggéré qui court, qui se déplace. Je ne sais plus dans lequel je crois que c'est dans... quoi? L'étoile de... Oui. Et ben, il fait la même chose pour la danseuse. C'est-à-dire il commence à trouver des formes et la façon dont elle danse, la corde et tout, il va jusqu'à coller des cordes sur la toile. Et puis à un moment donné, il se rend compte que ce serait peut-être bien de reprendre une technique pas de pochoir, mais de découpe de forme. Il prend des cartons colorés et il les met et il essaye de trouver un mouvement ou des mouvements que pourrait faire la danseuse. Et puis quand il regarde par terre, il voit des tas de petits morceaux de carton coloré qu'il a mis quand il découpait pour avoir la forme qu'il voulait et la mettre comme il voulait. Et il se dit, tiens, mais ça fait des ombres. Et donc il ramasse ça et il jette ça sur la toile. Et il a mis de la colle. Et il regarde et il se dit, tiens, c'est pas mal du tout. Et puis il se dit, mais c'est ça que je dois faire. C'est pas montrer la danseuse telle qu'elle se déplacerait,
mais c'est de faire disparaître quasi les dessins de la danseuse au profit d'un mouvement. Alors il va garder un peu les formes de la danseuse, mais ça va donner la danseuse avec une dynamique, et puis tous ces cartons qui sont déjà colorés, il va en plus les couvrir parfois avec de l'aérographe, son aérographe, donc réemployer la. Et finalement, il est très content. Il trouve qu'il a fait un truc formidable. Au niveau des gens à qui il va montrer sa peinture, on va lui dire, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Et plus on lui dit, c'est pas recevable, vers où tu vas, enfin et tout, plus il est content parce qu'il est sûr qu'il a raison. Que en fait, plus les spectateurs, enfin les gens qui regardent sa toile ne comprennent pas, mais qui sont quand même un peu choqués, plus il se dit c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Ça, et donc, de la même manière, avec Duchamp, dans leurs discussions et tout, ils jouent aux échecs ensemble, revient systématiquement cette dimension d'improvisation. C'est-à-dire d'essayer. J'essaye, je fais ça marche pas, ça. Et sans aucune référence à comment ça va être reçu. Ce qui est quand même étonnant si on y réfléchit. Je veux dire, c'est comme s'il était aspiré dans ce qu'il fait. Et Duchamp a beaucoup moins ça d'ailleurs, il faut dire, il est quand même plus théoricien. Mais, et donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est donc Duchamp qui va l'amener vers le cinéma en lui parlant de cinéma. Ils vont faire des essais ensemble. Duchamp fait des espèces de plaques en verre qui tournent et qui tourbillonnent. Il demande même un jour à Man Ray de l'aider. Et une des plaques se défait et passe à même pas 10 cm de Man Ray, donc ça aurait pu être dramatique. Puis Duchamp imagine de tourner en 3 dimensions avec 2 caméras. Ça va foirer et tout, ils auront juste un tout petit passage qu'ils pourront sauver, qu'ils vont garder d'ailleurs précieusement. Et bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même une émulation. Et puis, au travers des dadaïstes français, ils reçoivent un texte de Tzara. Et à partir de ce texte, ils décident de créer une revue dadaïste qui s'appellera New York Dada. Il y aura un exemplaire. Mais à ce moment-là, Man Ray a déjà commencé à faire des photos parce que en fait ces anciens tableaux de la période non figurative, il les déteste, il les détruit et avant de les détruire, il les photographie pour garder une trace. Et en faisant la photo de ces tableaux, il se rend compte que c'est hyper facile de développer, enfin de faire une photo, et il se lance là-dedans. Et donc il passe ses nuits à expérimenter la photographie dans toutes ses formes. Mais il n'est pas du tout, comment on pourrait dire, il n'est pas, je ne crois pas qu'il lit des livres sur comment on fait des photos, il ne s'intéresse pas à la photographie en elle-même, voilà. Et donc il montre ses photos à Duchamp, d'ailleurs qui lui demande, pendant qu'il fait la mariée mise à nu par ses célibataires, il lui demande s'il veut bien photographier les étapes de l'œuvre en cours, et il accepte. Et il va même trouver avec la photographie des solutions pour régler certains problèmes que Duchamp avait par rapport à ce qu'il voulait faire, pour faire court. À quelque chose qui était encore un peu proche de la représentation, et il voulait transformer ça en autre chose sans passer par la peinture. Et Man Ray lui dit, mais fais des photos. Et mais en négatif, par exemple. Enfin, bon, bref. Mais donc le numéro de cette revue fait se rencontrer différentes personnes, différentes personnalités. Et normalement, déjà, Man Ray avait exposé des toiles chez ce photographe dont de nouveau le nom m'échappe, Stiglitz.
et qui a une galerie, qui est déjà un photographe assez connu, chez qui Man Ray justement va se rendre compte que lui, la photographie qu'il veut faire, c'est pas ça du tout. Et donc, au travers de ces expositions et de la revue, soudainement, Man Ray a des retours sur ses photos, pas sur ses peintures. Et donc, il commence à se rendre compte qu'il a peut-être quelque chose comme un regard très très singulier, une façon d'approcher les gens. Et ce qui lui parle le plus, c'est qu'en fait, quand il fait des portraits, il y a réellement quelque chose qui touche la personne portraitisée. Elle a l'air vraiment d'être en train de se découvrir elle-même et surtout d'être contente, d'être assez touchée par ce que Man Ray fait. Et donc il va à New York, il va recevoir la visite de pas mal de personnes dans son atelier qui viennent voir ses photos et qui lui demandent d'en faire, de les portraitiser, de les photographier. Avec des gens qui sont plus ou moins déjà connus ou qui seront connus par après. Bon, je vais passer sur qui quoi, qu'est-ce. Mais le truc qui s'installe, c'est que au travers du portrait et des commandes qu'on lui fait, Man Ray commence à gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il se fait payer pour ses photos et en même temps, ces photos, il les expose. Et donc, pour en revenir à cette fameuse revue, elle est surtout importante, non pas tant par les rencontres et tout, mais par le fait que ça donne envie à Man Ray d'aller en France. Et c'est ce qu'il fait. Et donc, il arrive en France, et là, il arrive, Duchamp l'a précédé, il va rencontrer les dadaïstes avec qui ça va coller, mais tout de suite. D'autant plus que les dadaïstes n'ont pas de théorie, mais qu'ils ont juste une façon de foutre le bordel partout, qui lui plaît énormément et où on peut tout faire. Donc il est plus confronté au fait que par exemple ces toiles étaient irrecevables, il s'en fout, et il est vraiment passé à la photo quand il arrive à Paris. Et puis il va rencontrer Cocteau, qui était quand même quelqu'un de très social, on va dire, et qui connaît mais presque le tout Paris, et qui va faire la publicité des photos de Man Ray. Man Ray a un petit studio et beaucoup de gens vont commencer à venir, les dadaïstes, mais aussi des gens d'une certaine société culturelle, jusqu'à même Picabia, quand même proche des dadaïstes, et qui va venir trouver Man Ray pour lui demander un portrait et surtout qu'il photographie ses œuvres. Man Ray va accepter et à partir de là, ça démarre, quoi. Je veux dire, des tas de gens, que ce soit Picasso, Aragon, enfin, déjà à l'époque, viennent dans son atelier, regardent ses photographies et tout ça. Alors, en fait, en France, il va se passer un truc assez incroyable, c'est que comme un peu pour l'aérographie, donc peindre sans pinceau, eh ben, il va faire des photos sans caméra. C'est-à-dire que dans le noir, il déroule la pellicule, il dispose différents objets sur la pellicule, du sel, du poivre, on retrouve tout ça dans le retour à la raison. Il met des épingles, il met des punaises, il met de la viande avariée et tout. Il expose. Parfois il bouge un petit peu, donc ça fait plusieurs expositions. Et puis il regarde, il développe, et il se rend compte qu'il y a des trucs absolument incroyables qui sont là, qu'il n'avait jamais vus. Et il va appeler ça, Man Ray, réographie. Et réographe. Et réogramme. Donc plus photogramme, mais réogramme. Et il va employer ça de façon systématique jusqu'à un moment donné à découvrir que sur, je sais pas moi, 1 mètre de photogramme de pellicule, il peut
mettre du sel, du poivre, et puis bouger, mettre ses punaises et tout. Et puis après, regarder ce que ça donne en déroulé. On n'est pas encore tout à fait dans le cinéma. Et donc, deuxième manière de faire dont je voulais vous parler, c'est comment est né le retour à la raison. Eh bien, il y avait un endroit qui s'appelle le Cœur à Barbe où les dadaïstes se réunissaient régulièrement et faisaient des tas de choses tout à fait inhabituelles et entre presque une certaine poésie burlesque et du foutage de gueule, quoi. Bon. Et Man Ray passe par le Cœur à Barbe pour savoir si le lendemain il y a une manifestation dadaïste. Et Sarah lui dit bah oui, d'ailleurs tu vas projeter un film. Et donc Man Ray dit ah bon. Et c'est quoi? Ah ça je sais pas, mais tu m'as parlé de ce que tu avais fait avec la pellicule, etc. Eh ben viens la projeter. Et là, bon, alors Man Ray il a fait des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il va commencer avec la pellicule à filmer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est juste pour voir. C'est pas du tout pour faire du cinéma où ces photographies ne seront pas employées. C'est vraiment pour faire un apprentissage technique et des expériences qui, à un moment donné, se concrétiseront dans une photo particulière et tout. Donc il rentre et toute la nuit, il va faire des essais. Il a acheté 50 mètres de pellicule. Sur 30 mètres de pellicule, il va faire ce qu'on voit. Donc il connaît déjà Kiki de Montparnasse, c'est elle qui le filme à la fenêtre, les seins nus. Ça, ce sera dans la journée qu'il fait ça. Et il développe tout ça très rapidement, et à tel point que c'est rapide, c'est que quand il arrive au Cœur à Barbe, et qu'il voit Sarah, eh ben, il lui dit mais moi j'ai même pas vu ce que j'ai fait. En plus, il ne sait pas qu'on colle les plans. Alors ce qu'il a fait, c'est il a pris une espèce de scotch transparent, on va dire ça comme ça, et il a collé ces morceaux dans un certain ordre, et voilà. Et donc ben, la soirée se passe, et puis à un moment donné on projette le film. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que le film casse 2 fois. En plus, il se dit, ça va bien se passer, ça dure même pas 3 minutes, donc je ne veux pas... Mais le film casse, les gens parlent. À la deuxième cassure, ils commencent à se foutre des tartes et des poings dans la gueule, parce qu'il y a les dadaïstes d'un côté, les autres qui ne sont pas d'accord, que c'est pas du cinéma, que ci, que là. En fait, voilà. Et le titre du film est venu de Sarah qui a dit ah ouais, mais tu pourras appeler ça retour à la maison, non, retour à la raison, et le retour à la. Voilà. Et donc le film est fait comme ça. Et en fait, les 4 films de Man Ray, c'est assez étonnant, mais ne sont jamais de sa propre initiative. C'est-à-dire, c'est toujours des commandes. C'est toujours quelqu'un qui va venir le trouver en disant fais-moi un film. Donc voilà, et donc de nouveau, le côté improvisé, en plus ça m'a fait penser à un très très beau texte de Comolli et Karl, c'est la préface qu'ils ont écrit en 2001 pour la sortie en folio de Black Power, Free Jazz et Black Power. Et où pendant les 20 pages qu'est la préface, il parle de l'importance de l'improvisation. Et à un moment donné, Man Ray dira quelque chose qui est très très proche de ce que Coltrane a dit au niveau de la musique et du free jazz, c'est partir d'un point et aller voir où ça va. Et le point, on le supprime et on n'a que le mouvement où on ne sait pas où on va. On va dans l'inconnu. Et je trouve que c'est assez beau cette idée de cheminer sans savoir exactement si on cherche quelque chose de précis. Enfin oui, on cherche quelque chose de précis, mais la recherche va être modifiée, les rencontres vont être autres et tout ça. Alors, et ce type de démarche
qui renvoie à l'improvisation et à l'intuition aussi, se dire tiens là il y a peut-être quelque chose, jusqu'à l'expérimentation et quelque part à la réalisation. Je retrouve ça moi dans pas mal de documentaires, où l'aventure d'aller voir et puis de revenir et de montrer ce qu'on a vu, l'aller voir, on peut avoir plein d'idées avant, mais c'est jamais ce qui se passe que ce qu'on avait prévu. Enfin, ce qu'on avait prévu ne se passe pas. Et si ce n'est que souvent dans le documentaire, ils vont se mettre des sécurités pour justement faire en sorte que l'improvisation ne domine pas trop, quoi. Et aujourd'hui, on voit bien que quand on prend un dossier pour un documentaire, mais c'est 50 pages, quoi. Tout le film est écrit. Alors, bon, ben, la deuxième manière de faire, c'est Emak Bakia. Donc, c'est 3 ans après le retour à la raison. C'est en 1926. Et en fait, il est contacté par un type qui s'appelle Arthur Weller et qui lui dit « Le cinéma, c'est l'avenir. Tu dois faire des films, c'est pas possible, tes photos sont géniales. Il faut absolument... Et si tu veux, je te donne 50 000 $ pour t'aider. Tu viens dans ma villa à Biarritz et tu fais ton film. » Et là-dessus, Man Ray se dit « C'est des vacances. » Il paye tout. Moi, je vais m'amuser. Et donc, il part. Il va donc à Biarritz, dans la villa d'Arthur Weller. C'est d'ailleurs là où il trouvera le titre du film. Donc, Emak Bakia, qui est du basque et qui veut dire « laisse-moi tranquille ». Et c'est assez étonnant. Je veux dire, parce qu'il ne le savait pas quand il prend le nom, c'était juste à l'entrée de la villa s'appelait Emak Bakia. Enfin bon, ça c'est un détail. Et il veut bien faire un film, mais tout doit être improvisé. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de scénario, et il n'y a surtout pas de récit. Et donc, c'est d'ailleurs le Arthur en question qui lui suggère un poème, pour au moins que ça ait un certain sens. Et donc c'est là où il y a au début du film, poème visuel, je crois, c'est ça. Ciné-poème. Pardon? Ciné-poème. Ah oui, ciné-poème. Voilà. Et donc il va tourner beaucoup dans la villa. Il va tout garder, même les plans ratés pour lui. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il fait intervenir des personnes, il ne sait pas très bien quoi leur demander. Parfois, il leur dit vous restez là et tout. Et puis, il rentre et il va monter en fonction de la technique des collages. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il va, à partir des images qu'il a été tournées à la villa, repêcher des tas d'essais qu'il a fait avant et qu'il va mettre dans le film. Et soudainement, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de flottement presque hypnotique dans le film, qui est absolument incroyable, et que le montage plan par plan, à un moment donné, disparaît au profit de quelque chose qui fait comme une continuité, sans que pour autant, ça ne raconte une histoire. Et c'est souvent les 3 grands films français avant-gardistes, ben c'est Duchamp Anémique Cinéma, Léger Ballet Mécanique et Emak Bakia. C'est 3 formes d'écriture cinématographique qui ignore le récit et qui pourtant propose quelque chose d'absolument novateur, jamais vu, mais en même temps de troublant, et qui fait que ça ouvre justement beaucoup plus à une autre perception. Quand je disais tout à l'heure le refus du monde tel qu'il est, et surtout le côté euphorique de se dire et ce monde-là peut changer, et ben quand ils font ça, ils sont dans ce changement-là. C'est pas un progrès, ils sont contre le progrès, mais ils sont pour le changement.
Et ce changement va être, moi je crois qu'il traverse cette période-là avec presque toute la dimension de changement assumée et tout, est un moment politique mais d'une rare intensité. Et justement, quitte le champ de la politique tel qu'elle est, de partis, d'institutions, de ceci, de cela, de programmes. Voilà, bon. Alors, le film Emak Bakia va connaître un succès incroyable. Pendant un an, il va être programmé avec différents longs métrages dans un lieu, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pendant un an, tous les jours, il est projeté. Donc il y a un tirage de copies aussi important. Mais il va être projeté dans à peu près une grande partie de l'Europe et aux États-Unis. Et partout, il va connaître le succès. Pas de tous, mais il va connaître le succès. Et la dernière manière de faire, alors c'est important, c'est que le mouvement dadaïste va s'arrêter, et avec les bagarres de Breton et compagnie, et va surgir le surréalisme. Mais c'est pas du tout la même, ce n'est pas du tout le même chemin. Et le surréalisme est plutôt, non pas un univers de peintre, mais plutôt un univers de poète. Et ça va changer au sens où soudainement, peut-être que certaines formes de récits éclatés peuvent voir le jour. Et que la poésie surréaliste, comme la rencontre de Lautréamont, je ne sais plus ce que c'est, sur une machine, voilà. Et je trouve que par exemple, quand on a vu la proposition de Jarmusch, qui est très étonnante d'ailleurs, mais je trouve ça un peu surprenant, la non-chronologie, parce que le départ de le retour à la raison, et puis Emak Bakia, c'est vraiment dadaïste. Il y a vraiment quelque chose. Tandis que ici, avec l'étoile de mer, on va rentrer dans quelque chose d'autre, quelque chose qui évolue. Alors, en plus, ça évolue, j'ai envie de dire, relativement bien. C'est toujours dans l'époque et tout, mais déjà, on voit bien que le cinéma ne s'autorise plus des choses qui étaient potentiellement en acte dans les 6-7 années précédentes. Je crois que c'est 28, hein, l'étoile de mer. Et alors, en fait, de nouveau, l'histoire, elle est quand même rigolote. C'est que Desnos a écrit un poème. Man Ray l'a lu. Il en dit d'ailleurs du bien. Il dit que c'est des images très visuelles comme ça, c'est très bien et tout. Et un soir, en train de picoler et tout, Desnos prend son poème et pour faire plaisir à Man Ray, le lui lit. Et là, Man Ray, un peu bourré, pour ne pas dire beaucoup, pleure et trouve ça absolument génial et lui dit, dans un grand mouvement, je vais faire un film de ton poème, puisque tu veux que je fasse un film de ton poème, je le fais. Et au cours de la nuit même, Man Ray se réveille en se disant « Ah non, mais qu'est-ce que j'ai été dire? Non, c'est pas vrai, et tout, mais je tiens parole. » Desnos doit partir, donc quasi 2 jours après, il filme le dernier plan du film avec les 2 hommes et Kiki de Montparnasse qui part avec... l'homme avec qui elle part, c'est Desnos. Parce que Man Ray veut mettre Desnos dans le film, et puis il va suivre quelque part la marche du poème, quoi. Et donc, il parle de scénario en parlant du poème de Desnos. Et ça, c'est une grande nouveauté. À nouveau,
il y a quelque chose d'étonnant, c'est que c'est pas lui vraiment qui décide, quoi. Quelque part, c'est vraiment quelqu'un qui lui dit mais j'aimerais bien que tu fasses un film, ou est-ce que tu veux bien faire un film et tout, et ce sera la même chose pour les mystères du château. Mais dès qu'il s'en saisit, Man Ray a cette espèce de génie, je vois pas autrement, qui l'autorise à faire du film un espace d'expérimentation absolument novateur. Et moi, ça me touche beaucoup. Par exemple, le fait qu'il se dit je vais avoir des ennuis avec la censure si je filme Kiki Montparnasse nu et tout. Il met des gélatines sur l'objectif, il trouve que ça fonctionne bien, et puis il se dit je vais faire tout le film avec les gélatines, quoi. Il continue d'avancer, puis il se dit non, ça va quand même être. Et puis le passage de la gélatine, pas gélatine, il va devoir le travailler pour qu'on passe du flou au net. Et il y a toute une série de trouvailles comme ça qui se voient pas parce que ça va assez vite et tout, mais qui sont quand même étonnantes. Et donc, le film a un succès fou. À part chez les surréalistes, mais sinon, tous les proches de Man Ray lui disent mais il faut qu'il aille en salle, etc. Donc, il y a un diffuseur qui prend le film, un propriétaire de salle qui dit ok. Ça avait déjà commencé avec Emma Bakia, mais là, ici, c'est vraiment avec quelque part de l'argent qui va jouer, tandis qu'avant, il s'en foutait, il payait pas et on pouvait projeter le film comme on veut un peu. Et ici, il rentre dans une économie du cinéma. Et, donc, ça va, disons que l'Étoile de mer va devenir une référence du cinéma d'avant-guerre. C'est vraiment peut-être le film qui est considéré comme le plus abouti de la part de Man Ray, ce que moi je conteste, mais et aussi au fur et à mesure des projections, le film va devenir référentiel d'un certain type de cinéma. Et tout ce qui a trait, par exemple, à Buñuel et Dali, ou même Cocteau à ses débuts, font en règle générale, au moins font verbalement et parfois de façon écrite référence au film de Man Ray, quoi, et à ses photographies. Et voilà, donc et il y a un truc très, très rigolo aussi, c'est que donc comme le film a du succès et qu'il sort en salle, il doit avoir un visa de censure. Il va donc voir les censeurs et il s'attend à ce qu'on lui dise il faut couper Kiki, voilà, tout ça. Eh bien pas du tout. Il trouve que ça réfère à l'art, on a peint des nus, on n'a jamais interdit un gros. Mais par contre, il faut supprimer la phrase il faut battre les morts quand ils sont froids. Alors il comprend pas, quoi. Alors il dit oui, il le fait pas. Il n'y a jamais personne qui viendra l'embêter. Voilà. Et donc, de nouveau, aussi dans ce film-là, il n'y a pas d'acteurs, il n'y a que des amis, c'est des gens qu'il connaît. Les personnages sont vus presque comme des marionnettes, ou en flou, et quand ils ne jouent pas. Et ça, c'est quand même une dimension récurrente de ce type de cinéma, c'est que les personnes que l'on voit ne jouent pas. Puisqu'il n'y a pas de scénario déjà, qu'on ne peut pas leur dire tiens, tu dois être comme ceci ou comme cela, à part qu'ici ça commence à faire son apparition. Et alors, je ne sais pas si je peux encore. Bon. Mais ce qui est important, c'est qu'ici la musique elle est constante sur les 4 films, ce qu'on a vu. Mais à l'époque, c'est muet. Donc, par exemple, le film Mac Bakia, Man Ray avait prévu toute une série de bruitages
Et comme c'est lui qui bruitait, eh ben, il avait prévu de mettre des disques avec des chansons populaires, des tangos argentins, du jazz. Et quand le disque s'arrêtait, ben, c'est lui qui faisait des bruits comme ça. Et, et ce qui est assez rigolo, c'est d'imaginer quand même que ça se passait dans des salles. Et puis après, pour le film à partir du poème de Desnos, là, Desnos a imaginé les musiques, les rythmes et surtout les bruitages. Et ça va jusque l'emploi d'un aspirateur pour faire des bruits. Alors ils avaient mis une énorme bâche sur un tambour et avec je sais plus si c'est un fer à repasser ou un truc comme ça. Enfin, il fait le bruit de la mer, il fait le bruit du vent, il fait tout. Il met du papier de verre sur des cordes de piano, d'ailleurs, ça fera une. Bon, et il fait du bruit avec, mais l'aspirateur, c'est quand même un truc. Il pensait à un xylophone, et puis finalement, ça en est resté au disque, il y a quelques bruitages, quoi, voilà. Mais c'est pour dire qu'à l'époque, la musique, c'était choisi. Telle musique allait avec tel truc, et ce qu'il fallait combler, c'était les trous entre les disques. Et puis pour terminer, la dernière commande de cinéma, c'est Les Mystères du Château de D. Et c'est le conte de Noailles. Alors, j'ai pas dit, mais Man Ray va devenir célèbre avec ses portraits, avec ses nus, avec ses procédés de solarisation. Enfin, je veux dire, il y a. Mais c'est ça. Et surtout, il va être contacté par l'aristocratie pour faire des photos, des portraits d'aristocrates. Et c'est un peu comme ça qu'il rencontre le comte de Noailles, qui lui dit, ok, moi je voudrais que tu fasses un film, c'est sur mon château et sur ma collection de peintures, et est-ce que tu es d'accord? Man Ray dit encore, ah, des vacances. Et ce sera un documentaire et le film ne sera pas diffusé. Je veux juste avoir une trace de mon château et voir et tout. Et je trouve que la façon dont tu filmes et tu conçois les films et tout. Donc Man Ray accepte en se disant, m'en fous, un documentaire, c'est machinal, c'est facile, j'y vais. Il arrive, il voit le château, ça lui fait penser à Dédé, la forme du cubique du château. D, Mallarmé, et c'est parti. Et donc il va faire la commande, ben alors il va la faire en mettant tout ce que ça avait suggéré. Et de nouveau, on retrouve. Alors là, il n'y a même pas de scénario, puisque normalement, il filme les lieux et les tableaux. À part qu'il ne filmera jamais les tableaux, parce que ce qui l'intéresse, c'est le dos des tableaux. C'est tous les panneaux qu'on glisse comme ça et qu'on rentre et qui disparaissent. Et ça s'appelle le secret de la peinture. Donc c'est quand même un petit clin d'œil, youpi, tralala. Et puis il les fait nager. Le comte de Noailles est à 2 doigts de se noyer parce qu'il a mis son bas sur sa tête et qu'il ne sait plus respirer sous l'eau, enfin hors de l'eau quand il sort, que l'eau a collé tout. Bon, et que de nouveau il n'y a pas d'acteurs puisque c'est les gens qui sont sur place en vacances invités par le comte de Noailles qui acceptent de participer au film 1 heure par jour pendant 15 jours et ils se relaient. Donc il y a plus, je ne sais pas si vous avez vu au générique, il y a beaucoup de monde. Mais c'est toujours les mêmes personnes. Voilà, et ben peut-être que je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Disons que moi, de travailler sur Man Ray, ça m'a permis de comprendre à quel point les avant-gardes avaient pu être porteuses de quelque chose que l'on relègue souvent aux poubelles. Au sens où on les rapetisse, on leur donne moins d'importance, on ne leur donne pas d'importance, ou alors ça reste dans le domaine de l'art au sens esthétique,
Récemment, je pensais à ça dans un musée. Je me disais, il y avait un film sur l'étoile de Magritte, et je trouvais que c'était filmé, mais d'une façon presque odieuse. C'était le film, les détails, le film, même pas de durée. Ça aurait pu être un clip vidéo, quoi. Voilà. Et je crois que je vais continuer à travailler là-dessus. Alors j'avais amené plein de livres, c'est pour... donc Man Ray, il a écrit Autoportrait. Alors il dit d'ailleurs, ouais, je parle pas beaucoup des gens et tout, parce que c'est de moi que je parle. Point. Donc il a jamais eu... Voilà Man Ray, avec une demi-barbe. Et ça, c'est Branly qui a fait sur Man Ray photographe. Ça, c'est un bouquin absolument génial. C'est justement le cinéma absolu avant-garde, 1920-1930. Mais et c'est là où on découvre qu'en fait, là, moi, j'ai parlé des films de Man Ray et de quelques autres films, mais il y a des centaines de films qui sont tournés. Je dis bien des centaines. Et quand je parlais des complicités qu'il y avait entre différents artistes, que ce soit au niveau théâtre, au niveau cinéma, au niveau peinture, mais même au niveau musique et danse, eh ben, bien évidemment, le cinéma a toujours été présent de par sa nouveauté. Il fallait au moins s'essayer à quelque chose. Et que ce soit Richter, que ce soit... enfin non, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et puis voilà, donc ça, ce n'est que des nus de Man Ray, parce qu'il a beaucoup fait de nus, et qu'il aimait beaucoup les femmes, et que parfois il les aimait d'une façon bizarre. Et là, c'est plutôt justement les thématiques récurrentes chez Man Ray. C'est très très bien fait, le Tashkent. Et alors, il y a, et Man Ray n'y est pas, mais il y a ce coffret Lobster sur les avant-gardes au cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va jusqu'à aller voir dans la fiction quand il y a juste... il y a par exemple un des tout premiers films expressionnistes qui a été tourné avant le cabinet du docteur Caligari de Wien, qui s'appelle De l'aube jusqu'à minuit, alors que le titre c'est Von Morgen bis Mitternacht, donc du matin jusqu'au soir. Et c'est réalisé par Martin, qui était un directeur de théâtre, enfin un metteur en scène de théâtre, et qui se lance dans un film. Et dans le film, à un moment donné, on est dans un vélodrome. Les vélos passent en rond et s'allongent et disparaissent en tant que vélo. On voit encore les roues de temps en temps, vont de plus en plus vite. Et ça devient comme justement ces plans que Man Ray aimait bien au niveau de la disparition de l'objet et de l'apparition du mouvement et de ce que le mouvement, vers où le mouvement nous emportait. Voilà pour conclure. Merci.